merci à tous d'être venus, en tout cas, pour cette table ronde et pour cette soirée jeune de manière plus générale. Je suis Magdi Morchette, je suis doctorant en deuxième année à l'université, au laboratoire sciences particules et cosmologie à l'université Paris-Cité. Et pour cette table ronde, je suis accompagné d'Élodie. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va. Du coup, je m'appelle Élodie Iglesias, je suis doctorante en première année au laboratoire matériaux et phénomènes quantiques. Et du coup, avec Magdi, on va host cette table ronde avec 4 vulgarisateurs qui sont parmi nous. Je sais pas si tu veux dire... Qu'on remercie encore d'ailleurs d'être venus, d'avoir accepté l'invitation. Et je vous invite à prendre le micro pour vous présenter brièvement les uns après les autres. Pour ceux, vous pouvez l'allumer en bas, parce que je ne sais plus si j'ai allumé. Parfait. 1, 2, 1, 2. Incroyable, ça fonctionne. Et donc bonjour, moi je suis Alice Thomas, aussi connue sous le nom de Alice au pays des étoiles ou de Space Thomalis, et je fais de la vulgarisation autour du spatial un petit peu partout. J'ai commencé sur YouTube en 2016, ça date un petit peu, et voilà, maintenant je fais plein de petits trucs à droite à gauche, pas mal sur les réseaux sociaux, et je travaille notamment pour le CNES, l'agence spatiale française, à mi-temps. Ça c'est la version courte. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Sébastien Carassou, je suis initialement docteur en astrophysique et pendant mon doctorat j'ai commencé une chaîne de vulgarisation qui s'appelle le Sense of Wonder qui vulgarise les sciences de l'univers à un public large et depuis j'ai un petit peu étendu mes activités de vulgarisation à tous les médias où on veut bien de moi, donc tout simplement voilà, je suis un couteau suisse, voilà. Bonjour, donc moi c'est David Louapre, j'ai fait une thèse en physique aussi il y a fort longtemps. J'ai commencé à faire de la vulgarisation en 2010 sur un blog qui s'appelait Science Étonnante et qui est devenu une chaîne YouTube ensuite, quelques années plus tard. Et voilà, je fais un peu de toutes les sciences on va dire, mais quand même avec une grosse, pas mal de physique. Et sinon dans la vraie vie je fais des jeux vidéo. Bonjour à tous, Rodolphe Meyer. Donc moi aussi j'ai commencé par mon doctorat en 2015 sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Réveilleur. Maintenant je fais un tout petit peu de Twitch. Si vous voulez venir demain 20h30, on parle de taxe carbone et je parle surtout d'énergie et de climat. Voilà, des sujets réjouissants. Eh bien, merci pour ces présentations. Et juste oui. pour préciser, moi, j'ai pas fait de thèse du tout. Voilà. Non, parce que alors, moi, j'ai fait une thèse en ça. Non, moi, moi, j'ai une licence de physique. Voilà. Bah justement, je voulais un petit peu parler de ça. Enfin, je voulais revenir sur vos parcours à tous les trois. Désolée, on va venir vers toi juste après. Mais du coup, vous êtes trois à avoir fait un doctorat, à avoir connu le monde de la recherche, être un peu passé vers le côté de la vulgarisation ensuite. Du coup, qu'est-ce qui a motivé ça? Comment s'est passé ce transfert entre les deux? Pourquoi? Comment? Ok, j'ai le micro, donc je commence. Exactement. Ok, donc moi, avant de faire du YouTube, je faisais un blog de vulgarisation qui s'appelait le Sense of Wonder, c'est pas du tout original, qui était une espèce de pot pourri dans lequel je mettais un petit peu tout ce que je trouvais sur le web, et c'était une manière pour moi voilà, d'exprimer ce que j'avais comme passion, donc la passion de l'univers sous toutes ses formes. Et en 2014-2015, il y a eu une espèce d'explosion de chaînes YouTube de vulgarisation voilà, en France. Aux États-Unis, il y en avait eu bien avant. Hein. Moi, j'étais un grand consommateur des Vlog Brothers, pour ceux qui connaissent, Hank et John Green, qui ont fait cette magnifique chaîne qui s'appelle Crash Course et SciShow, qui est un peu, voilà, c'est les big boss de la vulgarisation aux États-Unis. Moi, je consommais ça 100% de mon temps. Et je me suis dit que, waouh, ce serait bien, je touche 400 personnes avec mon blog, peut-être que je pourrais toucher 4000 personnes avec ma chaîne YouTube. Et il se trouve qu'on s'est lancé, Étienne et moi, donc on était deux à se lancer, donc Étienne, journaliste scientifique, et moi, jeune chercheur. On s'est lancé à deux sur ce projet, sans savoir trop où ça allait mener, et ça a plutôt bien marché, parce qu'on s'était lancé au bon endroit, au bon moment. Voilà, tout simplement. Moi, c'est un peu lié, c'est un peu une répercussion de la thèse aussi. En fait, moi, quand j'ai fait une thèse en physique théorique, et donc on m'avait dit, David, t'es bien gentil, mais t'auras pas de job après. Et on m'avait dit, faut que tu réfléchisses, c'est quoi ton plan B, quoi, une fois que t'as fait ta thèse. Et j'avais deux plans B en tête. Le premier, c'était de devenir enseignant. Je me disais, tiens, l'enseignement, ça serait chouette, et c'est un métier qui est important et qui est pas assez valorisé, etc. Et puis l'autre plan B que j'avais en tête, c'était d'aller continuer à faire de la recherche, mais plutôt dans l'industrie, qui était
où c'était plus facile de trouver un job que dans le monde académique. Et en fait, à la fin de ma thèse, j'ai choisi d'aller dans l'industrie. Et quelques années plus tard, je me suis dit que quand même, ça me manquait de ne pas avoir fait d'enseignement et que j'avais un peu une sorte de dette. Et une façon de payer ma dette, ça a été de me dire, bah, tiens, je vais commencer à faire de la vulgarisation, je vais écrire un blog et je vais parler de science. Ça sera une façon de partager ma passion et puis d'essayer de rendre un peu de ce que moi j'ai reçu avec toutes les études que j'ai eu la chance de faire. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors moi, en école d'ingé, on avait assez peu de cours sur l'environnement. J'ai fait une dernière année où j'étais en Erasmus en Norvège et on avait des sciences de l'environnement. Et là, je me suis rendu compte que c'était important et que ça allait être un sujet qui allait pas mal affecter nos sociétés pendant les décennies à venir, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire un doctorat, alors que pendant toute ma scolarité, j'ai dit non, jamais de doctorat, j'en peux plus des sciences. Et pendant le doctorat, je me suis retrouvé au Luxembourg et ça a été assez compliqué. C'est pas le pays le plus écologique du monde. Mon doctorat a été une phase assez difficile et en fait, j'ai commencé une chaîne YouTube en réaction un peu à la désinformation qu'il y avait sur YouTube et pour survivre à mon doctorat. Alors, je serais pas mort, hein, mais mon doctorat, lui, serait mort. Et j'ai tenu comme ça. Et puis à la fin de la thèse, c'est posé la question de continuer la recherche. Et au fur et à mesure de la thèse, j'ai continué à me renseigner sur les sujets environnementaux et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on sait très bien pourquoi le climat change, on sait ce qu'il faudrait y faire. Et en fait, pour moi, ça m'a paru plus un enjeu d'information et politique que vraiment de recherche. Alors les chercheurs sont utiles, hein, sans les chercheurs, il n'y a pas mes vidéos, mais je me sentais plus utile à faire de la communication là-dessus, donc je me suis dirigé vers ça, en très résumé. Et du coup, pour Alice aussi, qu'est-ce qui t'a amené à la vulgarisation ? Alors moi, à la base, je voulais faire de la recherche. Quand j'étais petite, je voulais être chercheuse d'étoiles, ce qui veut dire astrophysicienne quand on a 5-6 ans, un truc comme ça. Et donc voilà, je m'étais mis en tête que moi, je voulais faire de la recherche dans le spatial. Donc je me suis orientée, j'ai fait des études, une licence de physique en me disant, voilà, après je ferai sûrement un master, un doctorat, tout ça, parce que je suis super timide et je veux être dans mon observatoire à parler à personne. Et je serai très bien comme ça. Bon, il y a un truc qui a changé un moment, parce que sinon je ne serais pas ici là à parler devant plein de gens en étant relativement à l'aise. Et en fait, je pense que c'est plus une question de caractère, où en fait j'avais l'impression que quand on fait de la recherche, alors c'est peut-être un petit peu faux ce que je vais dire, vous saurez me dire mieux que moi, mais j'avais l'impression qu'on travaille vraiment que sur un sujet, qu'on fait peut-être un petit peu tout le temps les mêmes choses, que c'est répétitif. Et moi j'ai besoin de faire plein de projets en même temps, sinon je m'ennuie, je tourne en rond. Et donc je me disais, bon, ok, la recherche n'est pas un milieu qui m'attire plus que ça finalement, donc qu'est-ce que je peux faire qui soit quand même en lien avec le spatial, mais qui ne soit pas la recherche. Peut-être faut que je parle plus fort dans le micro, non ? Je sais pas. Non, ça va. C'est pas très clair. On dirait qu'il y a des petits problèmes de captation, mais je sais pas si c'est une question de distance. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux faire qui soit en lien avec la recherche, mais qui ne soit pas un lien avec le spatial, mais qui ne soit pas de la recherche. Et donc la communication était un bon entre deux. Et donc je me suis réorientée comme ça. J'ai fait quand même ma licence de physique. Et après, je suis partie en journalisme et communication scientifique en master. Et voilà. Et après, je me suis lancée en tant qu'indépendante. Des fois en tant qu'indépendante, des fois en tant que salariée. Enfin, je cumule les statuts, c'est un enfer administratif. On en parlera. On en parlera. On a tous plein de choses à dire. Oui, on va aborder plusieurs sujets. Tu as mentionné du coup le fait que tu étais un peu timide, que tu n'avais pas forcément envie de parler en public. Du coup, vous êtes tous plus ou moins des personnalités publiques. Vous vous exposez un petit peu à un public général, à des avis. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprivoise au fur et à mesure ? Qu'est-ce que vous avez appris pendant votre carrière comme ça ? C'est quelque chose qu'on apprend un peu sur le tas. Enfin, moi, dans mon cas, moi, je me souviens de la première fois où j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos qui n'était pas quelqu'un de ma famille, ni un de mes potes. Et là, tu dis, il y a quelqu'un que je ne connais pas qui est tombé sur ma vidéo. C'est qui ? Comment ? Ça fait bizarre au début. Je ne sais pas se compléter. Alors moi c'est un peu particulier parce que avant de faire ma première vidéo, j'avais pas mis l'œil devant ou derrière une caméra de ma vie. Du coup, en fait, c'était très empirique comme processus. Avec Étienne, on a fait toutes les erreurs possibles en termes de technique. Et sauf qu'on était à une époque où les attentes étaient beaucoup moindres. Du coup, les gens ils voyaient pas ça, ils voyaient le message, ils voyaient l'énergie, la passion qui était transmise, etc. Donc on a eu des gens très très bienveillants très rapidement. Et ça m'a beaucoup surpris. Alors il y a plein de privilèges qui vont
avec ça, évidemment, mais voilà. Donc ça a été les premiers commentaires nuls, on apprend vite à les supprimer et à les voir comme des messages textes et pas comme des humains qui écrivent derrière un clavier, parce que sinon ça devient psychologiquement un peu nul. Je sais pas si le cerveau humain est très bon pour prendre une tonne de haine comme ça qui vient de milliers de personnes différentes. Mais bon, moi je vis pas ça, donc je peux pas en parler. Donc voilà. Ouais, là-dessus, moi, pareil, globalement, les retours sont toujours plutôt bienveillants. Et puis voilà, on apprend à pas lire les messages négatifs. Et puis, il faut pas aller sur Twitter non plus. Surtout en ce moment. Moi, je suis sur Twitter et je parle de sujets qui peuvent être politiquement un peu polarisants, de nucléaire, d'éolien, même de climat, même de rapport à l'environnement. Donc c'est vrai qu'on prend un peu des montagnes de merde et je peux comprendre les chercheurs qui refusent de s'engager. Il y a quand même, c'est pas fait pour tout le monde. Faut s'habituer à ça, enfin s'habituer. Faut pas se laisser trop affecter par ça. Il y a des trucs aussi, il faut pas les lire quoi. Au bout d'un moment, les commentaires YouTube, moi pendant longtemps je les ai tous lus et puis j'ai plus trop le temps. C'est plus facile et je suis sur Twitter en plus, donc ça c'est un peu les mauvais côtés et je peux comprendre que tout le monde ne peut pas supporter ça. Après dans les bons côtés, on a quand même, moi je trouve quelque part, il y a un truc un peu injuste, c'est que des fois on reçoit tous les égards pour toute la chaîne de valeur. Tu vois, enfin dans un sens je monte des trucs où il y a des montagnes de recherche derrière et je pense que pour beaucoup de spectateurs c'est comme si c'est moi qui l'avais inventé, ce qui n'est pas du tout le cas et donc ça il y a des personnes qui valorisent énormément ce qu'on fait et peut-être plus qu'elles le devraient dans le sens où elles ne voient plus tous les autres acteurs de cette chaîne dont beaucoup sont invisibles et pour la caméra c'est vrai que c'était pas facile au début. Moi j'ai fait beaucoup de théâtre et parler à moi je suis tout seul donc je parle à une caméra tout seul devant un mur blanc, tu te sens vraiment con mais il faut parler normalement parce que la personne qui va te regarder il faut qu'elle ait l'impression que tu lui parles et donc vraiment dans les premiers temps je m'imaginais un public, comme j'avais l'habitude du théâtre, je faisais comme ça. Maintenant c'est devenu un peu plus simple, mais au début, parler à une caméra, ça me bloquait, c'était très mécanique, donc je m'imaginais un public qui respirait, qui rigolait, et c'était plus facile. Je me mettais dans une situation dont j'avais l'habitude en fait. Astuce. Sur ce côté caméra et tout, c'est ce que je te racontais tout à l'heure. Moi, finalement, parler face à des gens, ça va. Parler face à une caméra, ça va aussi. Mais parler à des gens derrière une caméra, genre si je sais que par exemple je suis en train de filmer chez moi et j'ai quelqu'un qui m'aide à filmer, là par contre, c'est un enfer. Bon, maintenant ça va un petit peu mieux à force de travailler avec des gens, qu'on t'explique que non, t'inquiète pas, moi je suis là pour la technique, tout ce qui m'intéresse c'est que l'image soit belle, je m'en fiche de ce que tu racontes, ça aide. Mais donc ouais, c'est des trucs qu'on apprend aussi sur le tas au fur et à mesure et un peu comme Sébastien. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment zéro technique, zéro matériel et ouais, j'ai dû faire aussi un peu toutes les erreurs. Et en fait, si on regarde les vidéos dans l'ordre, on se rend compte à chaque étape qu'il y a une petite amélioration. Ah, il y a la musique du générique. Maintenant, il y a l'image du générique. Ah, il y a un nouveau micro. Et c'est assez rigolo. J'imagine que du coup les rétrospectives, je ne sais pas si vous revisionnez un petit peu des contenus plus anciens que vous avez pu publier. Alors, j'ai participé à un événement caritatif il n'y a pas très longtemps et je l'ai mis en donation goal. Donc je suis censée faire un live sur Twitch où je fais un react à mes vieilles vidéos. C'est très courageux, bravo. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai reparlé d'un sujet dont j'avais parlé il y a très longtemps. Donc j'ai mis un petit extrait d'une vidéo qui a 5 ans en disant « Oh quand même, j'ai vieilli » et il y a un mec en commentaire qui m'a fait « T'as surtout grossi !» Les haters. Par rapport à ça, justement sur l'évolution que vous avez pu avoir, comment est-ce que vous pensez que vos méthodes de travail ont pu évoluer, que ce soit juste pour vous-même en fait, pour améliorer la façon dont vous travaillez, ou même relativement à YouTube ou aux autres supports de vulgarisation? Est-ce que vos méthodes de travail par rapport au moment où vous avez commencé et maintenant ont grandement évolué? Est-ce que vous entourez davantage? Ouais, pour ma part, ça a vachement évolué parce que j'ai trouvé une espèce d'habitude de travail. Enfin, on trouve toujours des zones de confort, des espèces de petits tricks qui nous aident à améliorer notre efficacité, entre guillemets. Hein. C'est pas le but d'être super efficace et d'être un monstre de travail, mais quand on n'a pas beaucoup de temps et quand on a plein de projets à gérer, c'est toujours bien de gagner du temps sur des trucs. Et maintenant, je travaille beaucoup sur GitHub. J'ai une encyclopédie personnelle sur GitHub et c'est une pratique que je recommande à tout le monde, parce que si j'avais fait ça au début de ma thèse, par exemple, ça m'aurait peut-être sauvé pas mal de temps. Et l'idée, c'est d'avoir une espèce de château mental. Bon, là, il est public, mais bon, je conseille pas d'aller voir toutes les pages. Clin d'œil.
Mais voilà, l'idée c'est de centraliser un petit peu dans des pages web, mais qui sont à but personnel, quoi, et de résumer un petit peu toute la littérature qu'on consomme au fil du temps. Et en fait, ça s'accumule au fil des années. Et on se rend compte qu'au lieu de réinventer la roue à chaque fois, quand on fait par exemple une vidéo qu'on va convertir en conférence, qu'on va convertir en podcast, qu'on va convertir en truc, alors c'est jamais exactement les mêmes formats, hein, mais c'est toujours à peu près les mêmes briques de savoir, on va dire. Et ça m'aide beaucoup à gagner énormément de temps sur mes interventions publiques, et je le conseille à vraiment tout le monde. C'est vraiment, ça a changé ma vie. Alors moi, j'ai pas de GitHub, mais j'ai écrit un livre. Et pareil, maintenant, il me sert de base si je dois faire une petite vidéo courte sur quelque chose. En fait, c'est un livre aux éditions Larousse, un gros livre de vulgarisation sur l'espace, mais grand public. Et en fait, ça touche plein de sujets différents, aussi bien le système solaire que la vie des étoiles, que l'exploration spatiale, tout ça. Et en fait, c'est en double page, et chaque double page touche un sujet, mais va pas en profondeur. Et donc, du coup, ça me fait un peu une mine dans laquelle je peux piocher un peu à droite à gauche. Alors, il n'y a pas de CTRL F possible dedans, malheureusement. Après, j'ai la version e-book. Il n'y a pas de version e-book, mais je l'ai rédigé sur ordinateur, donc j'ai le texte, j'ai le script, le texte source, donc lequel je peux chercher si besoin. Mais voilà. Et sinon, ouais, en termes d'organisation de travail, ouais, moi ça a beaucoup changé, mais tout simplement parce que je fais plus du tout la même chose en fait. J'ai commencé sur YouTube, sans aucune technique, tout ça, vraiment en faisant tout ça sur le tas, et en fait, maintenant sur YouTube, je fais plus rien. Voilà. Parce que aussi mes envies ont changé, mon temps libre a changé aussi. Quand j'ai commencé sur YouTube, c'était juste avant de commencer mon master en journalisme. Donc j'étais en année sabbatique, en travaillant à mi-temps, donc j'avais du temps pour faire ça. Et pas de pression à gagner de l'argent ou quoi. Donc je fais une vidéo de temps en temps quand j'ai le temps, et puis voilà. Et là maintenant c'est un peu différent parce que je me suis professionnalisée. Alors, pas vraiment dans le contenu, dans la création de contenu sur YouTube, parce que voilà, ça j'ai plus le temps. Mais je vais faire des conférences, je vais faire des animations, j'ai le livre, j'ai le CNES qui me prend la moitié de mon temps, donc c'est des manières de travailler complètement différentes. Et même aujourd'hui, les formats qu'on va créer sont différents. Là, aujourd'hui, si moi je fais des trucs pour moi, je vais plutôt avoir envie de faire du Twitch, un peu comme toi, ou de faire des formats plus courts sur TikTok, etc. Et c'est pas forcément la même manière de penser, c'est pas la même manière d'écrire, de tourner, de monter, etc. Moi, ça n'a pas beaucoup changé en fait. Enfin, le seul truc qui a changé, c'est que moi je fais ça sur mon temps libre entre guillemets, parce que j'ai un job à côté, et donc je fais ça entre 5h et 8h du matin, le soir, la nuit, tout ça. Et donc tout est orienté vers la productivité, c'est-à-dire je connais tous les raccourcis clavier du logiciel de montage, la caméra, je change jamais les réglages pour être sûr de pas perdre de temps à les refaire, etc. Donc tout est et le format en fait a pas énormément évolué, mais par contre voilà, dans ma façon de produire, c'est vraiment tout fait pour que ça soit le moins pénible possible. Et sur la partie plutôt doc, en fait, je stocke des PDF d'articles dans des tas de dossiers. Et donc, voilà, j'ai des centaines de sujets potentiels qui dorment en attendant d'être déterrés. Moi, je vous conseille de vous organiser comme Sébastien, parce que ça a l'air beaucoup plus efficace que ce que je fais à base de dossiers et de Google Docs dégueulasses. Moi, le seul truc qui est bien référencé, c'est que je mets les sources des vidéos sur mon site web. Donc ça, je sais. Quand j'ai une vidéo que j'ai traitée, j'ai un truc à peu près correct que je peux utiliser. Mais sinon, c'est pas très bien organisé. Moi, ce qui a pas mal changé, c'est qu'en parallèle de mon doctorat, j'avais pas beaucoup de temps, donc c'était des vidéos au niveau Wikipédia, quoi. Puis maintenant, c'est mon métier, donc j'y passe de plus en plus de temps. C'est des vidéos qui sont assez longues et je sais pas si c'est une perception, mais j'ai l'impression que le public est de plus en plus exigeant, ce qui met une pression énorme sur le fond. Donc je passe de plus en plus de temps à chasser les petits trucs, à creuser les trucs sans fin, et ça devient plus très efficace, je pense, en termes de chipotage. Donc ça a pas mal changé, ouais. J'ai l'impression que plus ça va, et plus faire une vidéo, ça prend du temps sur le fond, quoi. C'est un truc de fou. Justement, par rapport au format de la vulgarisation, est-ce que vous avez des thématiques sur lesquelles vous pensez que ça sera plus pertinent, par exemple de faire une vidéo plutôt qu'un live, ou un TikTok plutôt qu'une vidéo? Est-ce que vous choisissez le format par rapport à la thématique ou du sujet, ou est-ce que vous avez En fait, pour ma part, c'est assez chaotique, dans le sens où le choix des sujets est souvent déterminé par la structure qui va nous accueillir pour fournir les décors.
Et c'est vraiment ça, en fait, c'est une contrainte artistique, en fait, qui sélectionne le sujet. Par exemple, il y a quelques années, on avait YouTube qui proposait des studios avec des fonds verts, avec des décors de cinéma, dont un décor de vaisseau spatial. Et donc, on s'est dit, waouh, un décor de vaisseau spatial, personne n'a ça pour l'instant. Et si on faisait un truc sur le voyage interstellaire? Et si on mettait en scène un voyage interstellaire et voilà, je me mettais dans la peau d'un pilote de vaisseau interstellaire. Alors, je suis une bille en théâtre ou en quoi que ce soit, donc c'est très mal joué. Mais c'était pas le but. Le but c'était de faire de la science et de la science-fiction avec ça et de faire une espèce de mini docu-fiction. Ça s'appelle Voyage vers Proxima B et ça a été littéralement déterminé par le décor. Et ça a souvent été comme ça. On est parti au CERN et du coup ça nous a permis de parler de plasma, de quark et de gluons. On a été au laboratoire de planétologie et de géologie à Nantes pour parler de certaines recherches. Bon là c'était une commande donc c'est encore plus déterminé pour parler de recherches où il y a des gens qui font... qui reproduisent des terrains en 3D martiens à partir de données de sondes et qui les mettent en réalité virtuelle pour faire de la géologie de terrain comme si on se téléportait sur Mars. Donc voilà, c'est souvent ça qui détermine les sujets. Alors après c'est l'angle qui pour moi est très important. Mon angle à moi c'est l'angle de l'émerveillement, c'est ça que j'aimerais transmettre aux gens, cette espèce de sentiment esthétique qu'on vit dans un univers immense, ultra complexe, avec des objets assez épiques dans leur échelle et dans notre rapport à ces objets. Et du coup, c'est toujours le même angle, mais avec des sujets qui sont toujours différents. Donc, c'est souvent l'endroit qui va déterminer le sujet. Moi, ça va être un peu différent, notamment quand je fais des trucs pour le CNES. C'est parce qu'en fait, les sujets vont être amenés par l'actualité. Donc pour le CNES, je travaille sur leurs réseaux sociaux. Je gère leur chaîne Twitch et leurs vidéos sur TikTok, Instagram, tout ça. Et voilà, là par exemple, en ce moment, il y a la dernière Ariane 5 qui va décoller demain. Du coup, ça devait être ce soir finalement. Enfin, non, ça devait être mi-juin finalement. Ça devait être ce soir, puis finalement c'est demain a priori parce qu'il y a du vent. Ça a été repoussé parce que tu avais la table ronde, donc. Voilà, ils m'ont dit attendez, elle est pas dispo, elle va devoir rusher pour rentrer chez elle après et tout, c'est chaud. Il y a du vent, ouais, il y a du vent, c'est bon, ça passe. Mais donc voilà, donc on a un sujet comme voilà, c'est le dernier lancement d'Ariane 5 après 27 ans de carrière, tout ça. Faut qu'on en parle. Sauf qu'on va en parler de plein de manières différentes parce qu'on a envie que tout le monde soit au courant, que les gens regardent le live, que tout ça. Et donc pour ça, on a fait par exemple un live sur Twitch pour ce qu'on pensait être le dernier transfert de la fusée depuis son bâtiment d'assemblage final vers le pas de tir. Finalement, le transfert n'a pas eu lieu. On a quand même fait le live, mais il n'y avait pas la fusée derrière. Mais bon, dommage. Mais donc voilà, donc ça c'est un truc, c'est du format long avec des interviews, etc. C'est une émission qui a duré 2h30. Mais à côté de ça, j'ai fait une vidéo, un TikTok, top 7 d'émissions spatiales envoyées par Ariane 5. Et c'est pas du tout le même format, c'est pas du tout les mêmes choses qu'on raconte, mais pourtant il y a quand même des choses qui ressemblent dans les deux. Enfin, il y a des informations qui seront dans les deux. Le fait que il y a la mission Rosetta Philae qui a été envoyée par cette fusée, elle est dans les deux émissions par exemple. Mais voilà. Donc pour moi, il y a un sujet et après qui va être décliné parce que c'est pas la même cible, c'est pas la même manière d'expliquer les choses, etc. Moi, je suis assez monothématique, donc monoformat. Donc je veux passer. Ouais, moi aussi, je fais surtout du YouTube et je fais surtout des vidéos un peu d'état de l'art sur différents sujets. Par contre, y a un truc qui est plutôt... J'ai fait des vidéos pour Le Monde, qui sont sur la chaîne YouTube du Monde. Ils sont mieux que celles sur ma chaîne. Et là, c'est plutôt, on va prendre un même sujet, on va le traiter différemment. C'est beaucoup plus court, il faut être plus synthétique et surtout, elles sont entièrement animées. Donc en fait, on peut parler de quelque chose que si on a un support visuel ou un graphique. Et donc là, c'est un peu le contenu disponible qui dicte ce qu'on va mettre dans ce sujet-là. C'est deux manières de travailler différentes, mais ce n'est pas le sujet qui définit sur quoi ça finit. Ok, très bien. Et du coup, vous êtes au moins deux à avoir mentionné que vous collaboriez avec d'autres, enfin toi du coup avec le CNES, toi avec Le Monde. Du coup, cette collaboration avec différentes institutions, différentes personnes, comment elle se construit et est-ce que ça dépend juste de vos envies? Est-ce que du coup c'est plus, ça a l'air plus lié, ça a l'air plus régulier pour toi? Donc, quelles sont vos relations de façon générale dans votre travail? Ok, moi c'était le jackpot en fait, c'est eux qui sont venus me voir pour me demander si ça intéressait de parler de climat parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que
Le climat, c'est un sujet qui est assez vaste et pour un journaliste généraliste, je pense que c'est assez dur de s'en emparer sans faire des raccourcis qui peuvent être regrettables. Et comme j'en parlais depuis longtemps sur YouTube, que je l'enseigne et tout, ça permettait d'avoir un peu une connaissance générale qui permet de parler d'un sujet particulier en se plantant moins, on va dire. Et donc, ils sont venus vers moi, on a discuté de différents sujets possibles et après, j'écris avec eux. Il y a des contraintes assez fortes, notamment en termes de longueur. J'essaie de gratter à chaque fois un petit peu. Ils me disent 10 minutes, pas plus, et ça finit 12, 13. Et donc, j'essaie de gratter un petit peu et puis après, on discute, on met ensemble le script. Clairement, j'ai travaillé avec 2 journalistes différents. Ils sont beaucoup plus forts que moi pour trouver des formules concises. Et après, on réfléchit à... Il y a un truc aussi par rapport à ma chaîne, par exemple, ils ont plus... ce truc de vraiment réussir à accrocher le public, notamment sur les premières minutes. Moi, j'ai un exposé qui est souvent assez universitaire et eux, ils veulent avoir un truc qui permet de directement prendre le public, quitte à modifier un peu le déroulé par rapport à un truc classique. Et puis également sur la mise à l'image, ils m'ont appris pas mal de choses. Et le truc qu'ils m'ont appris et où ça m'a beaucoup aidé, c'est que jusqu'au Monde, je travaillais tout le temps tout seul. Et maintenant, je commence à travailler un peu avec des personnes, notamment en montage, parce que j'ai appris à faire ça. Et avec le Monde qui les payait. Et parce que bon, il y a une question de modèle économique aussi derrière. Et ça a été plus facile de se former à travailler à plusieurs quand il y avait les financements pour, quoi. Donc ça a été vraiment une grande chance pour moi en tout cas. Et ça reste les meilleures vidéos que j'ai faites. Une vidéo sur la mission de Thomas Pesquet, donc la petite vidéo avec zéro technique, tournée dans mon grenier, tout ça, enfin voilà. La meuf a peur de rien. Donc je participe au concours en me disant bon, il y a probablement peu de chances que je gagne, mais c'est pas grave, on tente. Comme ça, en plus, si jamais je gagne un vol en 0G, ça a l'air trop bien, c'est trop cool, voilà. Bon, j'ai participé, j'ai pas gagné. C'est lui qui a gagné. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que ok, j'ai pas gagné, mais ma vidéo a quand même été vue par des gens là-bas, par des gens du CNES, dont notamment une personne qui est aujourd'hui ma collègue et qui s'est dit ah, il y a cette nana là, elle fait des vidéos sur l'espace, je vais l'encourager, je vais l'aider, je vais lui proposer des trucs et donc elle a commencé à me donner des accès. Le premier truc qu'elle a fait, c'est qu'elle m'avait donné un accès pour aller au salon du Bourget, pour aller faire une vidéo là-bas, des trucs comme ça. Et donc on a commencé à faire des mini collaborations, mais pas du tout rémunérées ni rien. C'est plus de elle m'aide, elle m'ouvre des portes et c'est cool. Et puis un jour, il y a Thomas Pesquet qui retourne dans l'espace. Et du coup, il y a besoin de faire plus de com. Et donc, je reçois un message de cette personne qui me dit « salut, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à gérer les réseaux sociaux du CNES pendant la mission de Thomas Pesquet. Tu veux venir ?» Du coup, j'ai dit bah oui. Et donc, voilà, j'ai travaillé pour eux comme ça pendant. C'était un CDD. Alors, c'est pas le CNES directement, c'est une boîte de com qui gère les réseaux sociaux du CNES. Donc, j'étais engagée en CDD à temps plein pour gérer les réseaux du CNES pendant la deuxième mission de Thomas Pesquet. Donc ensuite, à la fin de la mission, ça s'est arrêté. Je suis retournée à mon compte en indépendante, à faire mes trucs à droite à gauche. Et puis, finalement, le CNES a renouvelé son appel d'offres avec cette boîte de com, mais sauf qu'il ne voulait plus une personne à temps plein pour gérer les réseaux sociaux, il voulait une personne et demie, donc une personne à mi-temps. Et du coup, je suis devenue la personne à mi-temps. Ce qui, moi, m'arrangeait bien, parce que comme ça, j'ai quand même du temps pour mes projets. Alors, je sais que je fais toujours rien sur YouTube, tout ça, mais je fais quand même plein d'autres choses, même si c'est pas forcément visible. Et ça me fait quand même une petite sécurité derrière, d'avoir au moins de quoi payer le loyer, tout ça. Mais donc voilà, tout ça pour dire, si vous voyez des opportunités, des concours, des trucs, tentez. Même si vous ne gagnez pas le concours, ça peut faire que des gens voient votre travail et veulent vous aider derrière et vous encouragent. Donc mais bravo Seb quand même. Désolé. Je sais pas si vous collaborez aussi des fois avec des institutions de manière... Bah oui, toi, oui. Alors moi, je collabore beaucoup avec des institutions. Allô, oui. Oui, donc moi, je collabore beaucoup avec des institutions parce que, en fait... on refuse les pubs sur la chaîne, tout simplement. Donc on a décidé d'être pauvre de manière assez... voilà, c'est notre choix. On pourrait avoir des sponsors comme beaucoup de chaînes ont, et plein de gens nous disent ce serait bien si vous célébriez certains VPN, etc. Mais nous on se dit bon, ce serait pas... On aime le temps de cerveau disponible des gens, et du coup, donc il y a deux choix. Donc soit on fait du financement participatif, c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment.
Et il y a aussi une voie alternative, c'est de créer des partenariats avec des institutions, parce que tout le monde est gagnant en fait. Eux, ils cherchent toucher des nouveaux publics. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir de la thune pour manger et payer son loyer. Et il y a aussi un désir de légitimité aussi, parce que ça nous permet de garder des contacts avec des chercheurs et des chercheuses sur place, d'avoir accès à des locaux, d'avoir accès à des expériences, donc de la science en train de se faire. Et en fait, tout le monde y gagne. Et du coup, ça fait plusieurs années qu'on essaie de créer des ponts qui soient pérennes et de bosser avec plein d'institutions différentes pour faire en sorte que les prochaines collaborations se passent bien pour la génération suivante de vidéastes. Et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Ça reste des one-shots, mais voilà, j'ai l'impression en tout cas que les institutions cherchent beaucoup plus les vidéastes qu'il y a en 2015 par exemple, où ça venait d'émerger. Tout le monde pensait que les vidéastes de vulgarisation c'était des clowns qui faisaient des trucs dans leur chambre. Maintenant, il y a toujours des clowns qui font des trucs dans leur chambre, mais il y en a d'autres aussi. Et voilà. Peut-être qu'à cette époque, les vidéastes étaient des clowns qui faisaient des trucs dans leur chambre. Moi, très peu de partenariats, mais je mentionne un truc que j'avais trouvé intéressant, mais ça n'a rien donné. Il y a quelques années, j'ai un vieux pote qui est au CNRS, je crois, à Grenoble, qui m'appelle et qui me dit voilà, je dépose un projet à ANR et je voudrais mettre une petite ligne, quelques pourcents, pour faire de la vulgarisation sur le projet quand il aura fini d'aboutir. Est-ce que tu serais OK sur le principe si dans quelques années on fait ça? Et j'ai trouvé ça assez cool comme idée. Alors finalement, ça n'a pas débouché, je ne sais pas où il en est dans le projet, mais je me dis que c'est peut-être des choses aussi qui vont se développer, parce que maintenant sur les projets type ANR, il y a un peu des demandes de comment est-ce que derrière ça va être communiqué vis-à-vis du grand public, et donc voilà, je pense que ça peut être une opportunité sympa. En dehors des institutions et des compétitions entre vulgarisateurs, est-ce que vous avez aussi des collaborations, notamment tu mentionnais avec d'autres vulgarisateurs, je crois que vous avez fait même des vidéos interviews, mais même de manière générale en fait, est-ce que vous collaborez avec d'autres vulgarisateurs pour faire des vidéos en particulier ou pour aborder certains thèmes Alors sur ma chaîne, sur YouTube, j'ai pas fait de collaboration directement avec des vidéastes. J'ai fait tourner des caméos. Si, j'ai fait tourner des caméos à Sébastien. C'est possible. Je t'en ai fait tourner 2, il y en a un qui est jamais sorti. Non, c'était pour faire une blague. Je t'avais demandé de raconter une blague dans un vaisseau spatial et tout. Elle était trop jeune. Ah oui, la blague était nulle, mais le but c'était fait exprès. Enfin, peut-être qu'un jour Je veux voir cette archive. j'ai encore l'archive. On veut tous voir l'archive, je pense. Je sais même plus ce que c'est la blague. Mais si tu avais fait une intervention aussi sur une autre vidéo, je sais même plus sur quoi c'était, mais où je t'avais incrusté dans mon écran. J'en avais fait une interview sur Skype et j'avais récupéré pour t'incruster dans mon écran avec des effets et tout, de grésillement, genre il n'y a pas trop de connexion et tout. Voilà. Gros montage, grosse prod, les FX, tout ça, tu vois. Mais sinon en termes de collaboration sur YouTube, c'est tout. Après, j'ai fait sur Twitch une série d'émissions qui s'appelle Vulgariquois. Mon but c'était d'en faire une par mois. Il y en a eu 6 ou 7 je crois pour l'instant, et pour l'instant il n'y en a pas d'autres. Il y en aura sûrement, il y en aura. Mais donc en fait c'est une émission qui dure 1h30, 2 heures sur Twitch, où j'invite quelqu'un qui fait de la vulgarisation pour parler de sa manière de voir la vulgarisation, de son métier, montrer un petit peu tous les métiers. Et donc j'ai eu des profils assez différents. J'ai eu Sébastien pour la première. En plus c'était le crash test avec la connexion qui marche pas et tout. Je me rappelle, on avait un peu galéré. J'ai eu Sabine de C'est pas sorcier. J'ai eu des journalistes scientifiques. Enfin j'ai eu pas mal de monde. Donc voilà, donc là il y a eu des collaborations, mais c'est plus une invitation à venir parler et raconter un peu sa vie, quoi. Et sinon pour moi c'est à peu près tout. Moi j'en ai fait très peu, et c'est en général avec des gens qui sont en dehors du champ scientifique. Par exemple, la dernière que j'ai en tête, je crois que ça doit être la dernière que j'ai faite, c'était il y a 1 an et demi, c'était avec une vidéaste qui s'appelle Marguerite, qui a une chaîne qui s'appelle Scherzando, qui fait plutôt de la musique et de l'histoire de la musique. Et j'ai fait une vidéo sur le fonctionnement des synthétiseurs, donc plutôt le côté traitement du signal, tout ça. Et puis je trouvais ça intéressant d'avoir son regard plutôt historique de la musique et comment ça avait influé les styles musicaux. Et donc voilà, on a fait un truc ensemble, mais c'est plutôt sur des sujets qui sont éloignés des miens, où je vais chercher des compétences assez différentes. Tu avais lancé Gilles avec le Bitcoin aussi. Ah oui, exact. Et oui, c'est vrai. J'avais fait le Bitcoin avec Gilles. Ouais.
Moi j'en ai fait, c'est pas toujours facile parce qu'il faut travailler avec des gens qui ont un agenda chargé. La tasse carbone, j'ai fait avec 2 autres vidéastes, Philoxime qui a parlé un peu de l'éthique et de la redistribution, et puis Gilles de la chaîne Eureka. Et donc 3 vidéastes, on a commencé à en parler il y a 2 ans, quoi. Ah ouais. C'était bien la fin. Ça fait 3 vidéos d'1 heure. Ouais. Je pense qu'il y a un coup quand il y a 3 vidéos d'1 heure, tout le monde se lance pas dedans. Mais après, ça fonctionne bien, surtout quand c'est des publics qui sont assez proches. C'est vraiment, ça peut faire venir du public, donc ça, c'est vachement bien. J'en ai fait une avec Sébastien sur les climats du passé, sur comment le cycle du carbone et le climat a changé sur Terre rapidement. Merci. Et puis j'ai eu d'autres personnes, hein. J'ai eu Lé de Science for All, David est un peu trop fort pour moi, donc trop cher. Donc non, je pense que c'est des bonnes expériences, mais après je pense que l'erreur en tant que personne qui fait une collaboration, c'est de se dire on est 2, ça va aller plus vite. Faut jamais penser ça. Si vous êtes 2, c'est 2 fois plus long. Voilà. Ok, et du coup je vais rebondir sur la petite blague de David, mais on pourrait parler de votre modèle économique. Enfin, vous l'avez tous mentionné un petit peu rapidement, mais je ne sais pas s'ils sont tous similaires, si vous avez... Enfin, je vous laisse nous en parler. Allez, je commence. Donc moi j'ai commencé en parallèle du doctorat et c'est comme ça. On n'a pas trouvé encore la bonne combine pour être sûr que Je pense que c'est ça qui... Faut pas cacher ça. Ah d'accord. Ça a l'air d'aller mieux. Un physicien dans la salle. Faut orienter le micro vers l'ampli. C'est pas mal. Donc j'ai commencé à en parler du doctorat, et c'était le doctorat qui payait en fin de doctorat, fin de CDD, donc j'avais le chômage et j'en ai profité pour essayer de lancer l'activité professionnellement. Donc on doit parler de mars 2018 et depuis je suis indépendant. Au bout d'un an et demi, un an et demi, j'avais plus du tout besoin du chômage. Et pour moi c'est essentiellement le financement participatif. Donc il y a une partie de mon public qui finance le contenu sans contrepartie et du coup j'ai eu assez peu de partenariats, j'ai pas du tout eu de publicité, mais j'ai eu Commission nationale du débat public et puis j'ai fait Écosciences aussi, mais donc quasiment que du financement participatif. Je donne un peu des conférences qui peuvent être rémunérées, je donne un peu des cours, mais c'est pas ce qui est le plus payé en France. Et donc c'est vraiment financement participatif pour 80% de mes revenus depuis que je fais ça à temps plein, donc depuis 4-5 ans, quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Merci à ma communauté. Et c'est aussi parce que je fais des vidéos sur des sujets perçus comme politiquement importants, d'énergie, de climat et tout ça. Et c'est aussi parce que je pense qu'il y a aussi un niveau de complexité si on va vers des gens comme moi, comme Gilles, comme les de Science for All. On fait des vidéos qui sont assez longues sur des sujets assez complexes. Et il y a une forme de plus-value du public de ne pas trouver ce type de format ou d'information ailleurs. Il y a d'autres personnes dans le YouTube game qui ont mon modèle économique, mais en tout cas, je fais clairement partie des chanceux parce que ça veut dire que je peux prendre le temps que je veux pour traiter un sujet et je traite le sujet que je veux comme je veux, ce qui est, même dans le milieu de l'information en général, du journalisme et tout, assez rare. Hein. Je fais partie des chanceux en France, quoi. Oui, moi je fais partie des chanceux aussi parce que j'ai un job à côté, donc je fais un peu ce que je veux. J'ai pas besoin de faire de partenariat, notamment. C'est pas faute de recevoir de nombreuses propositions de grands acteurs de l'énergie, dont je ne sais pas s'ils te contactent toi aussi, mais ils osent pas. Hein. Ouais, ils essayent. Ouais, ils essayent. Donc voilà. Pour moi c'est assez simple et pas de pression même pas de pression à sortir des trucs. En fait, je fais ce que je veux, pas de pression à faire un sujet dont je sais qu'il va bider et pas besoin de faire des sponsors VPN non plus. La dernière fois, j'ai fait une blague dessus, les gens ils ont cru que j'allais en faire vraiment une. Moi j'ai déjà mentionné, donc je... Je sais pas pourquoi 1, 2, 3. Je ne sais pas par où commencer tellement c'est le bordel de mon côté. Un peu comme toi, moi j'étais en alternance en 2e année de master, ce qui m'a permis d'avoir du chômage derrière et donc de pouvoir me dire je peux me lancer en indépendante pour voir si ça marche ou pas. Donc j'ai fait ça pendant un petit moment. Après, donc j'ai travaillé pour le CNES, là, cette fameuse mission pendant la mission de Thomas Pesquet, où là du coup j'ai pu avoir un vrai salaire, c'était incroyable, et recotiser pour du chômage derrière. Et donc voilà, j'alterne un peu entre les deux, sachant que je ne monétise pas mes vidéos, déjà parce que j'en publie pas assez, donc j'ai pas assez de vues. Et donc à aucun moment je me suis dit je vais faire des vidéos, je vais faire du contenu pour gagner de l'argent avec ça.
Alors, j'ai déjà touché un peu d'argent des abonnés via Utip, feu Utip, via aussi, sur Twitch aussi, il y a tous les abonnements, mais ça reste vraiment symbolique, on va dire, et j'ai un principe que j'ai encore pour l'instant, peut-être qu'un jour ça changera si je change complètement de point de vue, tout ça, mais pour l'instant, en tout cas, je pars du principe que tout l'argent qui vient des abonnés, qui vient de la communauté, si on peut dire ça comme ça, est réinvesti pour faire de la vulgarisation. Donc ça va être pour acheter du matériel, pour, si jamais je vais aller tourner une vidéo dans un endroit assez sympa, pour payer le déplacement, les frais d'hébergement, etc. Et donc pour l'instant, voilà, tout l'argent de la communauté retourne à la communauté pour faire du contenu qui est gratuit, et parce que à côté j'ai le CNES, donc qui permet d'avoir quand même de quoi payer le loyer, tout ça. Et puis voilà, après il y a le livre qui fait un petit peu d'argent aussi, même si spoiler, on ne devient pas riche en écrivant des livres ou alors c'est très 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 rare, donc pareil, c'est plus des petits trucs d'appoint, et puis aussi pareil, en tant qu'indépendante, des conférences, des tables rondes, des choses comme ça qui peuvent rapporter un petit peu. Mais donc voilà, moi c'est plus un cumul de plein de petites choses, mais quand même là depuis septembre, avec quand même une base régulière qui fait du bien d'un point de vue pas émotionnel, mais psychologique, de se dire voilà, je sais que quoi qu'il arrive, je retombe sur mes pattes et je ne suis pas à la rue. Voilà, je suis safe. J'ai moins de temps pour moi, mais tout va bien. Merci. Alors pour la deuxième partie de la table ronde, on pensait prendre les questions du public. Mais juste avant de commencer à les prendre, on avait développé en fait une mind map. Alors je ne sais pas si on va pouvoir l'afficher. Pour organiser un peu les différentes questions, les différentes idées. Ah. Comment ? Oui, on vous mettra les liens aussi pour accéder à la mind map. Et dans l'idée, en fait, les différentes questions là qu'on pose aux vulgarisateurs, ont les réponses en fait qui sont prises en note par quelqu'un de l'organisation dans le public, et on vous publiera du coup la mind map avec les différentes questions, les différentes réponses, les différents axes abordés. La mind map qui apparaît juste derrière moi. Et vous pourrez aussi trouver des ressources pour aller plus loin si vous vous intéressez à la vulgarisation et que vous voulez vous professionnaliser. On a plein de liens vers plein d'appels à projets, des réseaux professionnels et amateurs pro. Donc voilà, il y a plein de trucs qui, pour nous, sont très utiles, ou alors parce qu'on est dedans. Et du coup, voilà, ça peut vous faire gagner du temps. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever haut la main. Ouais. Je vais répéter la question. Je vais répéter la question, t'inquiète pas. Comment vous voyez l'évolution de la vulgarisation sur YouTube, sur Twitch ou sur les autres réseaux dans les prochaines années, ou encore plus long terme ? Donc la question était, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la vulgarisation sur YouTube, Twitch, dans les prochaines années ou sur du plus long terme ? Alors moi, ce que je remarque déjà, c'est qu'il y a une professionnalisation un petit peu de tous les côtés. Tu parlais tout à l'heure, Sébastien, de YouTube un peu quand on commençait, où c'était un peu, voilà, on apprend sur le tas en termes de qualité, c'est pas parfait parce que voilà, il y a plein de petits défauts, tout ça, mais c'est ok, on se concentre sur le message et pas trop sur la forme. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'a beaucoup perdu sur YouTube maintenant. Enfin, quelqu'un qui commence sur YouTube, s'il veut pouvoir réussir, j'ai l'impression qu'il faut déjà que sa prod soit un peu léchée, que ce soit vraiment bien fait, bien présenté, tout ça, sinon personne ne va regarder. Donc j'avais un peu l'impression d'avoir du renouveau avec Twitch et TikTok par exemple, où voilà, Twitch, pendant le confinement, on sait qu'on est beaucoup à s'y être mis pendant le confinement, et c'est voilà, t'as une caméra, un micro, tu te mets dans ta chambre et tu fais des trucs, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, les gens sont quand même là, et on est plus là pour la personne et ce qu'elle va raconter plus que pour le format. Et c'est encore un peu vrai, mais il y a aussi quand même beaucoup de professionnalisation. Il y a pas mal de plus grosses productions qui se font sur Twitch. Alors il y en a qui marchent mieux que d'autres. Une qui marche très bien, je trouve, notamment, c'est Arte, qui s'est mise sur Twitch et qui ne reproduit pas ce qui se fait déjà à la télé, mais qui s'est vraiment emparé des codes de Twitch et qui fait des plateaux et tout. Moi, à titre personnel, je trouve que ça marche très très bien. Après, il y en a qui ont raté, je sais plus quelle chaîne de télé avait essayé, et en fait, ils ont juste fait comme à la télé, mais sur Twitch, et ça a complètement raté, parce que quand on va sur une nouvelle plateforme, il faut essayer de prendre les codes de la nouvelle plateforme un petit peu. Mais donc voilà, moi j'ai un petit peu peur que sur Twitch, du coup, ça se professionnalise trop et qu'on perde ce côté un petit peu authentique. Et donc, voilà, il y avait TikTok, où on se dit, voilà, pareil, TikTok, n'importe qui peut faire des vidéos avec son téléphone et tout. Il y en a d'ailleurs, ils font des trucs de ouf juste avec un téléphone, je sais pas comment ils font, alors que je sais que c'est juste avec un téléphone, hein, mais je dois être trop vieille, je pense, déjà.
Et là, pareil, je vois de plus en plus de vidéos un petit peu mieux produites, etc. Mais toujours aussi beaucoup de contenu authentique, donc je sais pas trop, mais j'ai quand même l'impression que en termes de format, peu importe la plateforme, ça se professionnalise beaucoup. Et je ne sais pas quoi en penser, mais c'est un constat. Alors moi, ce que j'observe, je fais une veille depuis quelques années sur la vulgarisation en France, et ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de vulgarisateurs et de vulgarisatrices qui se mettent en multiplateforme. Donc qui commencent par exemple sur une plateforme comme YouTube ou Twitch, mais qui finissent toujours par faire des petits clips sur Instagram ou sur TikTok, ou alors des vidéos qui sont spécialement prévues pour ça, sans forcément avoir le modèle économique derrière, mais juste pour avoir une présence numérique qui soit multiplateforme, pour pouvoir... Parce que les plateformes, en fait, les codes des plateformes et les algorithmes, ils changent super vite. Parfois c'est de l'échelle de temps de 6 mois. Et en 6 mois, on peut avoir une vidéo qui était ultra référencée, qui le devient plus du tout parce qu'elle correspond plus au code et au désir des annonceurs. Voilà. YouTube aujourd'hui, YouTube est plutôt une plateforme pour les annonceurs que pour les créateurs. Hein. C'est une surprise pour personne. Par contre, il y a des évolutions qui sont intéressantes. Je sais plus qui avait fait. Je crois que c'était Mr. Fox qui avait fait une vidéo là-dessus sur comment est-ce que YouTube est en train de devenir ce qu'ils appellent une plateforme de contenu. De catalogue, voilà. Une plateforme de catalogue, tandis que d'autres plateformes comme Twitch sont des plateformes de flux. Donc l'idée, c'est on a plusieurs plateformes, certaines sont plus optimisées pour produire en permanence, et l'idée, c'est que tu n'as pas besoin de produire des trucs de grande qualité avec une grosse surproduction et des gros coûts, mais il faut assurer une présence en ligne en permanence. Je crois que pour devenir Twitch partenaire, il faut produire un minimum d'heures par semaine de contenu. Donc voilà, on est littéralement presque salarié de Twitch, même si Amazon prend 50%. Oui, ça fait mal. Par contre, faire des lives sur YouTube aujourd'hui, c'est presque une blague en fait. Nous, on a essayé de faire ça pendant quelques années, mais ça ne marche pas en fait. Il n'y a pas la sensation de communauté, il n'y a pas tous les petits mécanismes de casino que peut avoir Twitch qui permettent aux gens de nous payer et de continuer de regarder. C'est en train de changer ? Ouais. Ah bah tiens, tu peux il y a pas mal de choses qui changent, et justement ça soulève une autre question aussi que je trouve intéressante, qui est celle de dépendre d'une plateforme. On voit avec Twitter en ce moment, il y a pas mal Twitch aussi qui est remis en question. Une plateforme, elle dépend beaucoup de ses dirigeants et de ce qu'ils veulent en faire. Et si on dépend que d'une seule plateforme, si cette plateforme se casse la gueule, nous aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que du coup on migre, etc. Il y a eu pas mal de débats Twitch versus Kik, etc. YouTube aussi a pas mal changé en termes de live. Je sais que maintenant, j'ai pas étudié plus que ça la question, mais ils permettent de monétiser aussi maintenant. Enfin, il y a différents trucs qui existent. Et parce que voilà, il y a des gens qui commencent aussi un peu à déserter Twitch parce que les décisions qui sont prises sont pas les bonnes. Donc est-ce que Kik c'est mieux ? Enfin voilà, il y a plein de débats, j'ai pas forcément les réponses. Mais donc peut-être le fait d'être sur plusieurs plateformes à la fois, plusieurs formats différents, permet de se relever si jamais il y a un des formats qui fonctionne pas, que ce soit parce que la plateforme se casse la gueule ou parce que juste ça marche pas sur cette plateforme-là, notre contenu n'est pas adapté quoi. Et du coup, ça transforme les vidéastes en une espèce de machine à produire du contenu qui peut être à la fois, c'est cool parce qu'on apprend plein de compétences différentes, mais en même temps, c'est une machine à burn-out aussi. Et on en parlera peut-être un petit peu après. Bon, moi, la question se pose pas trop parce que je suis uniquement sur YouTube, donc j'attends juste le moment où j'arriverai à me remplacer par une IA qui imitera mon image et mon style, et puis là, je pourrai prendre des vacances. Moi, je pense que je suis pas très bon en marketing et valorisation, donc je suis quasiment que sur YouTube et un petit peu sur Twitch. Mais c'est vrai que même sans que les plateformes disparaissent, ça nous rend extrêmement vulnérables. Si YouTube, je sais pas, veut pousser les shorts et décourage les vidéos longues ou décourage, je sais pas, le nucléaire ou le climat pour X ou Y raison, j'existe plus quoi. Les gens, ils viennent me voir grâce à l'algo, pas trop en tapant mon nom, donc on est extrêmement sensible à ça quoi. Heureusement, tu as ton OnlyFans. La question est comment l'évaluation du bien fondé de la qualité de ce que vous faites du coup est faite, parce que sur internet on trouve de tout et n'importe quoi. Les sources. Voilà. Merci.
Il se trouve qu'il y a peu de vidéastes qui sont éloignés de tous les réseaux en fait de créateurs et de créatrices de contenu. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle le Café des Sciences, qui est voilà, qui est un réseau de professionnels et d'amateurs, d'amateuristes de sciences de tous horizons et sur tous les formats. Ça peut être du webcomic, ça peut être du blog, ça peut être du podcast, ça peut être des vidéos. Et on est très liés. On produit du contenu, on fait monter le contenu de chacun et chacune. Et il y a aussi un réseau de conseils, en fait, que ce soit des conseils techniques, mais aussi des réseaux de relecture, parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui viennent du milieu académique. Et il y a quelques années, c'était le biologiste Pierre Kerner qui avait lancé des groupes de relecture sur Facebook. Donc voilà, si on était vidéaste et qu'on voulait produire un script, on pouvait mettre notre script sur ce groupe-là. C'était relu par des experts ou des gens qui font de la vidéo, qui ne sont pas forcément des experts, mais qui peuvent avoir un regard autre sur ces contenus. Et en fait, pour rentrer au Café des Sciences, il y a pas mal de guidelines déontologiques, notamment le fait de produire du contenu qui représente le consensus scientifique quand il y en a, de mettre les sources dans nos vidéos pour s'assurer de la fiabilité de la fiabilité ou juste de rendre à César ce qui est à César en fait, parce qu'il y a aussi un enjeu purement éthique de ce travail. On l'a extrait du travail académique de certaines personnes qui ont passé des années à bosser dessus, donc c'est important de les citer quand on cite leur recherche. Mais donc voilà, c'est une communauté de bonnes pratiques qu'on essaie de maintenir depuis quelques années, et puis ça marche plutôt bien. Donc voilà, les réseaux, ça marche bien. Si jamais les sources, tout ça, le Café des Sciences, ça vous intéresse, j'ai fait mon mémoire dessus, sur justement la fiabilité du contenu présenté sur le site du Café des Sciences, où je parle un petit peu dedans du système de vote pour entrer dans le café, etc. Il est hébergé quelque part, je pourrais vous retrouver le lien si ça vous intéresse. Tu peux éventuellement le mettre sur la mind map si tu retrouves le lien. Oui. Parce qu'elle sera. Mais je vois Maury dans le public qui saura me dire où est-ce que je l'ai rangé sur son serveur. Ouais, là-dessus, moi, juste un point pour dire que ça m'est arrivé très souvent, surtout quand je traitais des sujets un peu éloignés de mes bases, de contacter les chercheurs qui avaient bossé là-dessus. Et je crois pas me tromper en me disant que j'ai jamais été snobé par les chercheurs. C'est-à-dire, j'ai toujours eu une réponse et j'ai toujours pu les appeler, leur envoyer des questions, etc. Donc, ça s'est toujours hyper bien passé. J'ai jamais eu une mauvaise expérience de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'il y a deux questions un peu différentes. La première, c'est qu'est-ce qui fait la fiabilité de ce qu'on essaye de faire. Et là, c'est la démarche, quoi. L'utilisation des sources et aussi le fait qu'on est plusieurs, je pense, à faire relire nos scripts par des personnes qui savent de quoi ils parlent. Et après, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'un média comme YouTube, via la commentaire, pour des gens bien intentionnés, permet une revue a posteriori, quoi. Moi, quand je fais une vidéo qui fait 50 000 vues, il y a forcément des gens là-dedans qui connaissent mieux le sujet que moi. Et s'il y a des conneries, elles sont relevées. Le problème du format vidéo, c'est que c'est pas évident à modifier. Donc j'essaye de mettre un commentaire épinglé où il peut y avoir des erreurs, des imprécisions, des problèmes de compréhension. Et après, cette question de est-ce que le contenu qu'on regarde est fiable, je pense qu'il faut se le poser sur toutes les plateformes. C'est pas un problème qui arrive avec YouTube. Je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement facile d'écrire n'importe quoi dans un livre, par exemple, contrairement à une pensée répandue dans le grand public. Et le désavantage, c'est quand tu lis le livre, t'as pas les commentaires en dessous pour l'éclater. Alors qu'une mauvaise vidéo, sauf modération très agressive, tu auras des commentaires en dessous pour l'éclater, ce qui est l'avantage d'un média horizontal. Donc cette question-là, ok, il y a des vidéos pourries, on continue à raconter n'importe quoi sur YouTube, c'est vrai pour de la presse papier, c'est vrai pour les livres aussi, on va commencer à citer des titres de presse, mais il y en a quand même qui racontent objectivement n'importe quoi. Donc c'est marrant parce que c'est une question qu'on a beaucoup pour la nouvelle vulgarisation, pour des nouveaux médias, alors que je pense que c'est une question qui s'applique aussi sur les médias traditionnels, quoi. Et moi j'ai une petite question. Vous avez un petit peu mentionné vos liens avec la recherche, par exemple des discussions avec les chercheurs. Qu'est-ce que vous pensez actuellement des liens entre la vulgarisation et la recherche? Est-ce que vous estimez qu'ils sont suffisants? Est-ce que vous estimez qu'il y aurait des choses à développer?
Moi, clairement, s'il y avait plus de médiatisation par la recherche, j'aurais peut-être continué à faire de la recherche. J'ai été là parce que j'ai perçu un manque entre la recherche et le grand public. Et je pense que ce manque, c'est un peu... Il y a des responsabilités des deux côtés, dans le sens où il n'y a pas assez de journalistes qui ont une base scientifique, ou qui ont le temps ou qui s'intéressent à ces sujets. Il n'y a pas assez de scientifiques qui vont dans cette direction aussi. Et il faudrait construire ce pont des deux côtés. Après, je pense que, comme on le mentionnait, il y a quand même de plus en plus de volonté de la part des appels à projets, de la part des institutions de médiatiser ça et j'ai raté l'autre idée. Et c'est vrai que moi aussi, je discute avec des chercheurs et ça m'arrive d'en appeler et franchement, ils sont souvent assez ouverts et même... Moi, je fais des vidéos qui se rapprochent rapidement de l'heure, quoi. Ça fait 20 pages sur Bourne, ça prend 2h30 à lire correctement. Et il y a des chercheurs qui me donnent ce temps-là, quoi. Alors que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, je dirais pas qu'il n'y a rien qui existe. Moi, clairement, sur les sujets environnementaux, d'énergie, de climat, de biodiversité, je pense qu'il n'y a pas assez de contenu par rapport à ces enjeux d'un point de vue politique, quoi. Donc, il faudrait plus de monde. Et il faut continuer à développer. Il faut que plus de personnes se lancent là-dessus. Il faut des modèles économiques parce qu'il faut rémunérer ces personnes. Donc, je dirais pas que c'est assez, mais on peut pas dire qu'il n'y a rien non plus, quoi. Et je trouve surtout que ça évolue dans le bon sens. Je commence à être vieux, moi, 2015, le début de YouTube, et clairement, il y en a plus qu'en 2015, y compris de la part des institutions qui prennent conscience de ça, quoi. Pas mieux. Je te rejoins complètement sur l'idée qu'il faudrait plus de personnes scientifiques dans les milieux de la communication. Je vais prendre un exemple, c'est que moi, en première année de master, j'étais en stage pour E égale M6, donc en tant que grosse émission de vulgarisation scientifique grand public à la télévision. Et moi, avec ma petite licence de physique, stagiaire, j'étais parmi les personnes les plus scientifiques de la rédaction. Pour une émission de vulgarisation scientifique, ça fait un petit peu mal quand même. Et régulièrement, je voyais passer des bêtises, des trucs comme ça, et donc je les faisais remonter. Mais sauf que moi j'y connais des choses, mais qu'en physique, dès que ça touchait la biologie, la médecine, peut-être qu'il y avait des bêtises, hein, mais moi j'en ai aucune idée. C'est pas du tout des sujets que je maîtrise. Et je pense que oui, de manière générale, dans le journalisme, même s'il y a des journalistes spécialisés, des journalistes scientifiques, ça manque quand même un petit peu. Alors après, je sais que des fois t'as pas le temps forcément de vérifier, t'es sous pression. Il faut que tu rendes ton article pour que ce soit publié le lendemain, etc. Mais il y a un juste milieu à trouver quand même, quoi. Ok, je me permets encore une petite question, après je redonnerai le micro au public, désolé. Mais du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que, là vous êtes face à une assemblée de jeunes chercheurs, de gens qui rentrent dans le milieu de la recherche, est-ce que vous avez des conseils à leur donner sur ce que eux ils peuvent faire en fait dans le milieu de la recherche pour aller vers la vulgarisation et justement faire ce pont avec le public? C'est une vaste question, je peux vous laisser le temps d'y réfléchir. Évidemment, si vous voulez vous lancer un jour dans la vulga, vous êtes bienvenue, même à mi-temps, même... je pense qu'il y a besoin de bras en plus. Après, ce que vous pouvez faire aussi, il y a un truc moi qui m'aide beaucoup, c'est identifier des personnes qui vulgarisent des sujets que vous connaissez. Si vous voyez qu'ils essayent de s'améliorer, qu'ils sont bien intentionnés, aidez-les à s'améliorer. Et même moi, il y a un truc c'est quand je m'approche d'un nouveau sujet, je vais un peu le spoiler. Je vais dire, je vais sans doute parler d'hydroélectricité, et je reçois des mails. Ouais, salut, moi je fais un doctorat sur l'hydroélectricité en Afrique. Je veux bien t'aider à lire, et ça aide énormément d'avoir des gens qui connaissent. Donc, si vous voyez des gens qui vulgarisent des sujets qui sont vos sujets d'expertise, vous pouvez les aider en relisant, en conseillant. Et ça vous prendra pas un temps fou, mais l'apport en termes de qualité ou d'erreurs évitées, il est énorme en fait. Si vous avez peu de temps, c'est la manière de mieux investir, je pense, d'aller vers des personnes qui ont l'habitude de vulgariser pour leur proposer une aide sur le fond, quoi. Oui, pas mieux. Moi, il y a peu de temps, j'ai ouvert un serveur Discord et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui sont venus puis qui sont présentés en donnant leur sujet de thèse et donc là j'ai une espèce de bibliothèque de sujets potentiels dont je sais qu'il y a des gens compétents derrière, donc ça c'est assez cool. Ouais. Des gens à exploiter. Tu voulais dire oui. Moi, le conseil en alternance, j'étais au CEA, à la communication à l'IRCHU. Et donc, si je peux vous donner un conseil, c'est si jamais vous avez envie de parler de vos sujets, vous avez une idée, mais vous ne savez pas trop forcément comment faire, allez voir la com de votre labo. Ils pourront vous aider et ils seront contents de voir qu'il y a des gens qui veulent communiquer, parce que des fois, c'est compliqué pour les gens de la com de trouver des gens qui ont envie de communiquer. Des fois, tu disais, David, il y a des chercheurs qui y répondent, qui sont super contents. Des fois, il y en a, c'est plus compliqué. Mais donc,
pour aider les gens de la com, identifier les personnes, peu importe le niveau, même si vous êtes en première année, on s'en fiche. Bah voilà, de savoir qu'il y a quelqu'un qui a envie de participer, qui a envie de faire des choses, ça peut aider énormément. Et les projets ils peuvent être super variés. Je sais qu'au CEA, il y a eu des jeux de société qui ont été faits, des escape games, des trucs comme ça. Et donc c'est pas forcément du contenu vidéo, c'est pas forcément se mettre soi en avant. Il y a vraiment plein de formats qui existent, tout est possible. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de gens qui font de la com pour ça. Et notamment, surtout si vous êtes jeune chercheur, dans votre labo, il y a très probablement une section com et ils seront très contents de travailler avec vous, je pense. Et moi, je terminerai peut-être avec 2 petits conseils. Le premier conseil, c'est ne commencez pas tout seul ou toute seule, surtout si vous faites de la vidéo, parce que faire de la vidéo, c'est beaucoup plus chronophage qu'il n'y paraît. Alors aujourd'hui, on a des outils qu'on n'avait pas en 2015, mais ça fait super vieux de dire comme ça. Mais quand même, ça prend du temps, surtout pour avoir un son de qualité. Le son est toujours plus important que l'image. Voilà, il faut avoir des codes de montage, Bon, bref, ça demande énormément de temps et pas mal de compétences diverses et c'est normal qu'elles soient segmenté à la télé. Si vous allez dans un studio de télé, vous allez avoir un chef-op, un réalisateur, quelqu'un qui va faire les lumières, quelqu'un qui va faire le son, quelqu'un qui va cadrer l'image, quelqu'un qui va monter, quelqu'un qui va mixer. Et c'est tous des gens différents. C'est pour ça que faire un épisode de C'est pas sorcier, ça prenait, c'était quoi, 100 000 euros par épisode. Il fallait payer tous ces gens-là. Sur YouTube, on est en général tout seul ou à deux ou dans des équipes très très réduites. Donc essayez de trouver des gens qui autour de vous ont des compétences qui sont complémentaires aux vôtres. Je sais pas, quand on vient d'un milieu académique, on a des compétences en synthétisation de l'information, on a en trouvé des accès à des articles, voilà, enfin, ça c'est un privilège, utilisez-le au maximum, mais voilà, essayez pas de tout faire tout seul, surtout si vous faites de la recherche à côté. Moi j'ai fait l'erreur de faire ça, enfin c'était pas une erreur à la fin, mais c'était considéré comme une erreur par mes directeurs de thèse au début en tout cas, voilà. Et waouh! Et l'autre avantage d'aller vers des personnes, c'est que si vous faites du contenu tout seul dans votre coin, vous n'aurez pas forcément les canaux, il ne sera pas beaucoup vu. Alors que si vous allez vers des personnes qui font déjà ça, ils ont aussi des canaux, ne serait-ce que la com de votre institution, ça permettra d'avoir beaucoup plus de visibilité, quoi. Et ça c'est vrai, et plus le temps passe, plus il y a de contenu, plus c'est dur d'avoir de la visibilité, je pense, en commençant au moins. Et peut-être un dernier conseil, la visibilité en soi, c'est pas forcément le but à atteindre. Je pense qu'on peut toucher peu de personnes, mais durablement, et on peut toucher 1000 fois une personne. Mais on peut pas. Enfin, vous avez l'idée, quoi. Voilà. Et le dernier conseil, c'est lancez-vous. Faites-le, que trop souvent on se dit ah ouais mais j'ose pas. Faites-le, au pire, vous aurez perdu un peu de temps. Bon, c'est pas très grave. Ah oui. Et dernier conseil, c'est pas grave si ce que vous faites en premier c'est nul, d'accord, ce sera forcément nul 5 ans plus tard. Ça a voilà. Toujours été nul au début. Et quand vous le regarderez dans 5 ans, ce sera toujours aussi cringe, voire pire, mais c'est normal. Exactement. Beaucoup de questions. on va demander juste derrière l'arbre. Je vais répéter la question. Vous savez, il y a beaucoup de fake science, de remise en cause des sciences de manière générale. Et vous, en tant que face publique des sciences, est-ce que vous étiez déjà confronté à ça personnellement? Et comment est-ce que vous gérez ça? Ah. Ok. Donc, oui, je parlais en ce moment. Ça marche pas? Ah, ok. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de... Bonjour. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de fake science et de la remise en cause des sciences. Est-ce que vous avez été déjà confronté et comment est-ce que vous gérez ça quand vous êtes confronté, quoi. Voilà. Moi, jamais. Ouais, c'est une bonne question. Alors déjà,
j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, donc on a l'impression que c'est en ce moment, mais je doute qu'il y a 50 ans, tout le monde était OK sur la science et qu'il n'y avait pas de fausse science, quoi. Mais c'est vrai que moi, je l'ai eu sur le climat. Le climat, c'est un peu particulier parce que même quand j'ai commencé, les climato-sceptiques n'étaient plus trop tolérés sur les plateaux télé. Et donc, ce que je me suis mangé, c'est des climato-sceptiques qui sont en dehors des institutions. Mais même là, c'était compliqué, hein, dans la violence des commentaires, dans la stupidité de certaines réponses. Et en plus, dans un premier temps, ça c'est assez intéressant. Bon, je vais parler 2 minutes là. Mais dans un premier temps, moi, je me suis rendu compte en faisant de la recherche qu'on avait ces connaissances du climat qui étaient clairement établies. Et je me suis dit, bah voilà, je vais expliquer ce que la science dit du climat parce que c'est moi ce qui m'a convaincu et c'est ce qui va convaincre les autres. C'est pour ça, le réveilleur. J'arrive avec mon rapport du GIEC et tout le monde est d'accord avec moi. Ah, la naïveté. Et puis je me suis dit, bah, le public aura les 2 versions de l'histoire, il va faire le pour et le contre et il va comprendre parce que c'est évident. Sauf que c'est pas du tout évident pour des personnes qui n'ont pas de formation scientifique, qui n'ont pas le temps de s'y consacrer, etc. Et donc, dans un second temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des discours climato-sceptiques et je les ai débunkés, quoi, décortiqués en allant voir les papiers dont ils parlent, la manière dont ils les déforment, les points qu'ils rajoutent, les trucs qu'ils coupent. Et donc j'ai vraiment décortiqué ça. Ce qui fait que je suis rentré aussi dans une position beaucoup plus violente parce que j'allais directement sur leur contenu et du coup je captais aussi directement leur communauté qui venait un peu chargée sur ma vidéo. Et j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre pourquoi ces gens croyaient ce qu'ils croyaient. Parce qu'en fait, ils sont beaucoup de... Alors, pour vraiment les gourous, quoi, ceux qui répandent la désinformation, je sais pas trop, mais en tout cas, ceux qui y croient, il y en a beaucoup qui y croient sincèrement. Et il y a des profils très différents. Il y a des personnes qui, je sais pas, qui sont économiquement très libérales, donc qui détestent l'intervention de l'État. Les impacts sur l'environnement justifient l'intervention de l'État, donc il n'y a pas d'impact sur l'environnement. Il y a des gens qui sont à l'opposé, qui pensent que c'est une manière d'empêcher les pays en voie de développer de se développer. On leur prive des énergies fossiles, donc ils sont presque à l'autre extrême politique. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont retraitées et qui veulent pas croire qu'elles ont empiré l'état du monde pour leurs enfants, quoi. Et donc là, leur répondre avec des arguments scientifiques, ça sert quasiment à rien. Il faut rentrer sur leur terrain idéologique et essayer de comprendre leur logiciel pour répondre dans ce logiciel, ce qui n'est pas du tout évident. Et là, le réveilleur, pour le coup, il peut changer de nom parce que voilà, le monde, il fonctionne pas comme ça, quoi. Et puis après, pareil, j'ai fait les éoliens, les anti-éoliens sont un peu corsés, et puis j'ai fait les nucléaires. Le nucléaire, les anti-nucléaires, c'est une désinformation. Là, pour le coup, à l'époque, j'ai failli... Moi, si un jour j'arrête ma chaîne, c'est à cause de la désinformation. C'est vraiment à cause de ça. C'est le fait que je suis impuissant, quoi. Le fait que une hydrologue va sur Thinkerview raconter que le problème du climat, en fait, c'est la vapeur d'eau. Elle fait 1 million de vues. Et moi, derrière, je fais une vidéo pour expliquer qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué et c'est complètement faux. Et je fais 100 000 vues. Et j'ai aucune chance. J'ai aucune chance. Et du coup, ça c'est dur. Et ça, je sais pas toujours quoi faire, quoi. Et anti-nucléaire, c'est pareil. La désinformation, elle est plus institutionnelle. En fait, on peut dire aux 20h n'importe quoi sur le nucléaire, ça passe encore. On peut plus dire n'importe quoi sur le climat. Et ça, c'est assez dur à supporter. Quand tu es tout seul, que tu travailles toute la journée dans ton garage pour faire des trucs qui font moins de vues et qu'on te répond avec des médias traditionnels qui se torchent le cul avec la science, ça, c'est dur. Ça, c'est assez dur. Et donc, objectivement, comment on fait? Je sais pas. J'essaye de présenter pourquoi je crois ce que je crois, de montrer la logique, de montrer les arguments, de montrer que c'est sourcé. J'ai eu le problème aussi, je donne des cours en école d'ingénieur, donc super-héros en plus, donc des mecs qui sont plutôt forts, et ils me disent, mais sur ce truc, on a tout le temps entendu des trucs contradictoires. Pourquoi on devrait te croire, toi? Bah, je dis, bah voilà, moi je vous explique pourquoi j'en suis arrivé là, quelles sont mes sources. Normalement, si vous posez ça en même temps que ce que vous avez de l'autre côté, vous pouvez faire une opinion, parce que je vous donne tous les éléments qui vous permettent de vous faire une opinion, quoi. Mais c'est vraiment pas trivial, hein. C'est vraiment pas trivial. Donc j'avoue une partie de mon impuissance. Ce que j'essaye de faire, c'est vraiment montrer la logique, montrer le raisonnement, essayer de faire le tour de sujet, de pas trop laisser de zone d'ombre. Quand je suis sur des sujets plus subjectifs, enfin, il y a des aspects plus subjectifs, je sais pas... si je parle des impacts miniers, par exemple, je pense que les pays développés ont des codes de l'environnement qui sont plus stricts, donc que si on exploite chez nous, on va avoir moins d'impact. Donc politiquement, je préférerais qu'on ouvre des mines chez nous plutôt que l'exploiter à l'autre bout du monde. Ça, c'est une position politique, c'est subjectif, il y a des choses en plus que des choses strictement factuelles. Ça, je le mets plutôt à la fin des vidéos. Et en fait, voilà, dans tous les développements, j'essaie de montrer mes arguments, mes sources, ce qui me permettrait de changer d'opinion. Et donc, je pense que quelqu'un qui est dans la même démarche que moi, je peux le convaincre, mais tout le monde n'est pas dans une démarche logique, rationnelle et voilà, au final je peux convaincre que des gens qui ont un peu le même logiciel que moi, et souvent quand on discute avec des gens qui pensent pas comme nous, il y a une grande partie de la différence qui vient de ce qu'on considère comme une preuve ou qu'on considère comme crédible ou comme un fait. Et si, quand tu dis, ben non, regarde, la NASA montre bien que la température augmente, on te répond oui, mais c'est parce que la NASA est aussi dans le complot.
voilà, on peut pas aller plus loin. C'est parce qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'est un élément factuel et à partir de quoi on peut construire un raisonnement. Et donc là, j'ai pas plus de pouvoir que quelqu'un d'autre et je suis un peu impuissant. C'est badant. Et en attendant, on est le 4 juillet et il fait pas beau. Alors je sais pas comment t'expliques ça. Hein. Oui, c'est vrai, on a beaucoup parlé de sécheresse et aujourd'hui il pleut. Voilà, c'est authentique. Il y a vraiment une vidéo YouTube comme ça, je dirais pas de qui. Bah, moi, je parle de spatial, donc forcément, j'ai des platistes. Ah bah oui. Mais j'ai très vite laissé tomber l'affaire. Ils mettent leurs commentaires sous les vidéos et bah, des fois ils se répondent entre eux, c'est marrant. Des fois j'ai des potes qui s'amusent à leur répondre, ils me disent est-ce que je peux lui rentrer dedans, mais tu fais ce que tu veux, enfin, c'est ton énergie. Donc des fois tu vois qu'effectivement ça part, tu vois que d'un coup ta vidéo a 30 commentaires, que d'habitude il y en a 2. Ah oui effectivement, et généralement bah, t'en as un qui demande des sources à l'autre et ça s'arrête. Et je vais peut-être ajouter un truc Enfin, à mon sens, on le dit trop peu, mais ce problème des fake science, des fake news, etc., alors évidemment, il est médiatiquement omniprésent, mais quand on se plonge dans la littérature de l'infocom, qui est la science qui étudie ce genre de relations science-société ou de la sociologie, on se rend compte que les scientifiques, pris dans leur globalité, font partie des catégories professionnelles dont les citoyens ont le plus confiance aujourd'hui, en tout cas en France. Par contre, évidemment, il y a certains sujets qui cristallisent des doutes, et c'est souvent des sujets qui sont très liés à la politique ou à des institutions, à des institutions publiques politiques. Et du coup, là c'est plus difficile à répondre, évidemment, mais c'est pas un truc généralisé. Je sais pas si tu travailles sur la géométrie algébrique ou les galaxies, il y a peu de gens qui montrent que les galaxies n'existent pas ou que la géométrie algébrique est fausse. Ah bah tiens, bah. Non, mais j'ai une vidéo sur les infinis et le fait que l'infini dénombrable, c'est pas la même chose que l'infini continu. Et ben j'ai quand même des gens qui m'expliquent que non, c'est faux, que c'est un complot de Cantor. Véridique, hein. Ok, j'ai rien à dire. Et ceci dit, un autre truc qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une partie de mes sujets qui vise spécifiquement à répondre à des questions. Typiquement sur Fingerview, il y a une interview qui sous-entendait qu'en fait le changement climatique c'était la vapeur d'eau, et il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique le rôle de la vapeur d'eau dans le changement climatique, qui est assez important en fait. C'est un rôle d'amplification, c'est juste pas une cause directe, et en fait c'est pour répondre à ça. Donc, et comme ça, il n'y a pas besoin de le faire à la main. Et il y a un autre truc aussi, c'est que quand j'écris le script, alors je lis beaucoup des articles scientifiques ou des papiers techniques, et vers la fin, souvent je lis plus la presse normale ou de la vulga pour voir un peu quelles sont les questions, quelles ont les idées reçues et tout. Donc, dans un premier temps, j'ai montré l'état des sciences, ensuite j'ai décortiqué les climato-sceptiques et maintenant je fais un peu une synthèse où j'essaye aussi d'adresser ce que peuvent être des idées reçues, des lieux communs, des incompréhensions et des fois des questions légitimes, parce que ce truc de la vapeur d'eau, c'est légitime en vrai. Au lycée, on te dit la vapeur d'eau c'est un gaz à effet de serre et quand on regarde le rapport du GIEC, dans les causes, il n'y a pas de vapeur d'eau et tu dis bah pourquoi il n'y a pas de vapeur d'eau alors que c'est un gaz, et c'est parce qu'il n'est pas là, il est derrière, mais c'est une question qui est légitime quoi. Bonjour, alors merci beaucoup. J'avais une question. Comment est-ce que vous faites pour arriver Comment est-ce que vous faites pour arriver à faire comprendre de façon limpide des sujets qui peuvent être extrêmement complexes? Quelles sont vos techniques? Est-ce que vous vous entraînez sur votre entourage jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que vous racontez ou Une bonne technique, c'est d'imaginer que tu parles à ta petite sœur. Enfin, j'ai pas de frère et sœur, mais t'imagines que tu racontes ça à un enfant de 5 ans. Et si un enfant de 5 ans est capable de le comprendre, a priori, c'est que c'est bon. Bon alors, des fois, c'est compliqué. Je pense que les trucs de mathématiques et tout, et expliquer à un enfant de 5 ans, ça doit être quand même un peu chaud. Et après, ça dépend aussi de le public que tu essayes de toucher. Moi, je sais que les publics que je préfère, ça va être vraiment le grand public où justement il faut beaucoup simplifier, mais ça reste un format qui moi me plaît, mais qui n'est pas forcément adapté pour tous les sujets non plus, je pense. Mais donc ouais, imaginez que tu racontes à un enfant, ça peut être un bon point de départ. Faire attention au jargon, à tous les mots compliqués que tu veux utiliser. Si tu as un mot trop compliqué, tu le définis tout de suite. Et sinon, oui, en parler. Alors, un des problèmes aussi, moi, que j'ai pu avoir, c'est que je traînais beaucoup avec des gens qui étaient en licence avec moi, ou un petit peu du même cercle, donc forcément, ils comprennent. Et donc, des fois, d'en parler à des gens de ta famille ou à des amis qui ne sont pas du tout de ce milieu-là, et
d'avoir des retours pour savoir est-ce que c'est compréhensible, est-ce qu'il y a des mots que tu comprends pas, tout ça. Et donc voilà, de s'entourer avec des gens qui vont te dire avec bienveillance non, je bite rien ce que tu dis là, tu peux. Alors moi, allô, oui. Moi je considère. Allô, voilà. Non, pas... non, toujours pas. Ah, il y a un seul angle qui marche, mais le delta est super petit. Je vais rester complètement comme ça. Oui, il y a un écueil dans lequel il faut pas tomber, surtout quand on est scientifique. Quand on est scientifique, on a tendance à vouloir tout dire, parce que c'est ce qu'on fait dans les articles de revue, dans nos articles à nous, et parce que aussi on est des gros nerds, hein, donc on a envie de parler de ce qui nous plaît pendant des heures et des heures, sauf que la capacité d'attention des gens en face, elle n'est pas des heures. Donc ce que j'ai tendance à faire, moi, en général, c'est justement le GitHub que j'utilise comme encyclopédie personnelle, je l'utilise un peu comme un défouloir dans lequel je vais tout mettre, et à partir de cette première de ce premier jet, je sélectionne tout ce que je considère important pour le public cible, et après ça, voilà, là j'ai enlevé peut-être 50-60% de ce qu'il y avait au départ, donc voilà, je me suis fait plaisir, j'ai dit tout ce que je voulais, et en plus j'ai plus compris ce que j'essaie de vulgariser. Donc il y a aussi ça, hein, dans le désir de vulgariser, il y a aussi le désir de comprendre, parce que on traduit en langage naturel des trucs qui sont parfois des équations, ou du jargon ultra technique. Donc de remettre les pieds sur terre à ce niveau-là et de dire comment est-ce que je le transcrirais dans une conversation avec quelqu'un dans la vie de tous les jours. Moi je sais que je m'adresse par exemple à des gens entre 18 et 35 ans, donc ça aide. Quand on est sur YouTube, on a des statistiques démographiques de qui nous regardent. Alors moi voilà, je m'adresse à des 18-35 ans, à 95% de mecs. Alors ça me déprime un petit peu, mais c'est le cas pour beaucoup de chaînes de sciences malheureusement. Et du coup, j'adapte mon langage à ces gens-là, en fait. Enfin, pas à des mecs en particulier, mais à des 18-35 ans. Pitié, mais à des 18-35 ans. Donc voilà, moi, ce que je conseillerais, voilà, c'est de ne pas avoir peur de... Alors il y a une expression horrible, c'est de tuer tes bébés. Voilà, mais c'est littéralement ça, c'est de prendre ce premier jet et de couper ce qui est coupable. Et après, tu peux toujours faire, par exemple, dans le cadre d'une vidéo YouTube, tu peux toujours mettre tu mets tes sources et tu mets pour aller plus loin. Comme ça, les gens qui sont frustrés parce que ça n'a pas répondu à toutes leurs questions, ils ont des liens pour pouvoir aller creuser par eux-mêmes et trouver d'autres vidéos. Moi, mon truc, c'est d'essayer d'éveiller la curiosité des gens. Mais après, voilà, je leur donne les ressources pour aller voir d'autres vidéos qui vont être beaucoup plus poussées sur le sujet, qui assouviront tout leur désir de curiosité. Pas mieux, vous avez tout dit. Alors, déjà, on n'y arrive pas toujours. Non, je pense qu'il y a cette question du vocabulaire qui est importante, la question de l'enchaînement aussi qui est vachement importante. Moi, je sais que j'ai pris une habitude, depuis que YouTube permet le chapitrage, qui est d'avoir des parties qui sont à peu près indépendantes. Mais ça, je pense, ça aide à comprendre et ça aide à structurer aussi. C'est pas plus mal. Et ça m'arrive souvent en lisant de devoir en inverser. Et effectivement, je fais aussi relire à des gens qui ne connaissent pas du tout le sujet, à ma mère. Comme ça, elle me dit c'est compliqué. Mais c'est compliqué où, maman? Partout. Ah d'accord, merci maman. Donc ça c'est important. Et puis il y a des sujets qui sont plus durs que d'autres. Moi je sais, sur Tournesol, il y a pas mal de vidéos, qui est un truc qui permet de noter les vidéos. Et des fois sur le côté accessible, je prends cher. Et il y a un dernier truc, il y a des vidéos que j'ai repoussées pendant longtemps parce que sans support graphique c'était impossible. Et genre j'en ai fait une sur le fonctionnement de l'effet de serre qui revient à faire le bilan de l'énergie sur Terre. C'est au programme de première et la vidéo, beaucoup de gens la trouvent compliquée, quoi. Et sans illustration, elle aurait été impossible. Impossible. Donc il y a ce truc, voilà. Pour les trucs assez difficiles, ça peut beaucoup aider d'avoir un support visuel. Il faut faire attention au lexique, quoi. Utiliser les mots compliqués, les définir que quand ils sont utiles. Il y a des gens qui ont tendance à utiliser des mots compliqués juste pour faire intelligent. Il faut éviter ça. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'enchaînement logique, quoi, de la compréhension de la vidéo. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de la structure qui joue. Moi, les vidéos que j'ai du mal à comprendre, c'est souvent des trucs un peu structurels ou des répétitions ou des choses un peu comme ça, quoi.